Nous sommes mercredi 20 mai 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité à Cherifla Télévision. Bienvenue dans ce journal dont voici l'unique titre. Une soirée de prêche a mobilisé les fidèles musulmans à Dougnumana dans le cadre de la célébration de la nuit du destin appelée Laylatul Qadr, une nuit qui marque la veille du 27e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, à l'occasion du Laylatul Qadr aux nuits du destin, la Fédération Ansaruddin Internationale des Ansar a, comme l'habitude, organisé une soirée de prêche à Dougnumana, située à 25 km de Bamako. En présence des fidèles musulmans, la genèse et les mérites de cette nuit bénie ont été évoqués par les prêcheurs de façon successive. Voyons les commentaires. Considéré comme béni dans la religion musulmane, en référence à la sourate 97 du Saint-Coran, la nuit du destin est meilleure que 1000 nuits d'adoration en mérite, et c'est la nuit également où le Coran fut révélé au saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi cette nuit exceptionnelle dans l'année est célébrée par les musulmans à travers le monde. Invocation, prière, récitation du Saint-Coran à repentance pour les péchés commis sont entre autres thèmes évoqués par les prêcheurs comme recommandation à la nuit. Compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui prévaut dans notre pays et par respect aux mesures de distanciation sociale pour éviter la propagation du mal, la soirée de prêche, comme tous les autres événements récents du président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Ansar Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara sont organisés à Dougnumana dans son champ situé à 25 km de Bamako. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette nuit, la nuit de la grandeur, la nuit du destin. Alhamdulillah, cette nuit est la meilleure des nuits. Cette nuit est la nuit qui est plus grande que toutes les autres. Car Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même certifié cela dans la sourate Al-Qadr, qui veut dire la grandeur. Allah dit, certes nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de la grandeur, qui est cette nuit-là. Alhamdulillah, Allah dit, cette nuit-là vaut mieux, plus que, ou bien est meilleure que 1000 nuits. Allah ne dit pas que cette nuit-là équivaut à 1000 nuits, mais il dit qu'elle est meilleure que 1000 nuits. Donc c'est un peu différent. Ça veut dire que la valeur même de cette nuit-là, on ne la connaît pas, on ne le sait pas. Donc c'est une nuit qui est grande, puisque Allah il dit qu'il a fait descendre le Coran en cette nuit. Bon, il y a deux interprétations, soit de l'Ahul Mahfouz, là où tout est enregistré, jusqu'au premier ciel qui est As-Sama ou Dunya, ou bien la première révélation reçue par Muhammad, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait aussi dans cette nuit-là, pendant le Ramadan. Alhamdulillah, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala élabore le destin de tout et chacun. C'est le destin de l'année prochaine. Donc c'est une année, c'est une nuit où il faut vraiment observer et vraiment prier beaucoup pour que Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour nous le meilleur. Nous sommes très heureux ce soir de venir nous joindre à la famille chérifienne, à Dougnumana, pour célébrer ensemble la nuit du destin. Content pour le mois de Ramadan. En tout cas, notre présence ce soir a un double objectif. Premièrement, remercier Dieu d'avoir fait de nous des musulmans et ensuite aussi des disciples de Cheikh Cherif Ousmane Haïdara. Parce que c'est vraiment une chance qui n'est pas accordée à tout le monde. Deuxièmement aussi, c'est de renouveler en tout cas, notre serment d'allégeance à tous les membres de la famille chérifienne. Donc partout où ils sont, en tout cas, notre présence est toujours au rendez-vous. Voilà, donc pour le mot de fin, je souhaite en tout cas à tous les membres de la famille chérifienne des vœux de santé, de prospérité, de réussite, et ensuite à celle de tous les membres, tous les musulmans aussi, qui ont répondu présents à ce soir. Nous profitons de ces occasions pour faire des supplications, pour faire des invocations, pour demander pardon à Allah le Tout-Puissant, d'améliorer nos conditions, de nous donner les meilleurs dans ce monde et nous donner les meilleurs dans l'au-delà. Et nous profitons également pour faire des bénédictions pour le Mali
pour les musulmans, pour que cette pandémie puisse se terminer et que les vies puissent être sauvées, et de conseiller encore les gens à faire du bien et de se repentir pour que nous puissions avoir les biens d'ici-bas et les biens de l'au-delà. Le guide spirituel des Ansar, Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara, a également saisi l'occasion pour formuler des vœux aux illustres disparus ces derniers temps. Il s'agit notamment de Cheikh Hachim Haïdara et Gaussou Maïga, tous deux de Ségou, Brouley Samake, membre de l'association des Ansar, et à Cheikh Aïmaboua Fofana de la Côte d'Ivoire, président du COSIM. Après avoir félicité le bureau régional du Haut Conseil islamique de Caille et toutes les associations pour leur démarche aboutissant au calme dans la région, Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara a invité tout le peuple malien à prier pour le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Voilà, c'était un commentaire signé Moussa Fomba. Autre sujet d'actualité, c'est avec l'Institut supérieur d'informatique et de management ici, qui a procédé le mardi au centre Mabile de Sokoniko à une importante donation de vivres aux déplacés victimes de l'incendie du marché de bétail de Faladje survenu le 28 avril dernier. Ce geste humanitaire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Nuit du Destin, une façon pour l'ISIM d'apporter sa contribution aux personnes nécessitées en ces temps difficiles. Le reportage est signé Samaïla Sanouk avec Draman Mali. Ici, c'est le centre Mabilès de Sokoniko qui abrite les déplacés victimes de l'incendie qui a ravagé le marché de bétail de Faladje le 28 avril dernier. En apportant ses vivres, l'Institut supérieur d'informatique et de management s'acquitte d'un devoir de citoyenneté. Nous avons constaté avec beaucoup de tristesse qu'il y a eu un incendie au niveau du marché de bétail de Faladje le mardi 28 avril dernier. Alors, donc l'Institut supérieur d'informatique et de management s'est senti réellement concerné par cet événement, cet incident qui a touché ceux qui sont aujourd'hui dans une détresse qui est à la fois perceptible et visible. Donc nous ne sommes pas uniquement une école qui forme des étudiants d'excellence, dans une formation d'excellence, mais nous aspirons à faire de ces étudiants les futurs dirigeants et les futures élites de ce pays. Et nous savons très honnêtement que pour former les futurs dirigeants d'un pays, il faudrait leur inculquer déjà les valeurs, les caractéristiques d'un bon dirigeant, à savoir l'empathie, la solidarité, le partage à l'endroit de ses concitoyens. Ce tapis humanitaire de l'ISIM se tient à un jour de portée spirituelle, car il s'agit de la célébration de la Nuit du Destin. Heureuse coïncidence saisie par les responsables de l'ISIM pour se féliciter de ce bon geste. Il est clair que faire un geste pour un jour aujourd'hui, comme aujourd'hui, est très symbolique. Et on avait initié ce mouvement bien avant. Mais c'est vrai que pour Laylatul Qadr, ça a encore plus de valeur et ça a encore plus de signification. Donc du coup, disons que c'est un choix. C'est un choix de le faire aujourd'hui pour encore plus témoigner notre soutien à ces personnes qui sont dans une détresse qui est assez perceptible quand même. Après réception des vivres, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit du donateur, avant de dire que ce don va beaucoup soulager leur calvaire en cette veille de fête. Émus de joie, les responsables du centre Mabilé ont apprécié l'initiative à juste titre, tout en remerciant l'ISIM pour sa bonne volonté. Nous remercions beaucoup les donateurs, parce qu'il faut reconnaître que un de nos problèmes, c'est aussi le problème de céréales. Pour qui c'est le problème qui se pose la vie de Bamako. Donc avoir ces dons-là, c'est vraiment une nécessité, c'est vraiment la joie. Vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de la part des personnes déplacées de recevoir ces vivres-là aujourd'hui. 13 sacs de riz de 50 kg, 10 sacs de sucre de 50 kg, 10 cartons de savon, 5 sacs de riz de 25 kg et 3 sacs de lait en poudre constituent l'essentiel de ce don de l'Institut supérieur d'informatique et de management. Voilà un don humanitaire et un geste à imiter. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'amicale des anciens stagiaires et étudiants du Mali à Odessa, ville de l'ancienne Union soviétique, en abrégé ASEMO, a procédé à la remise de 1500 masques destinés au centre de santé de référence de Lafiabougou. La réception de cette donation s'est déroulée mardi 19 dans l'enceinte du CCRF. Le personnel sanitaire, à travers le médecin-chef, a salué ces gestes humanitaires qui visent à contenir la propagation du Covid-19. Le reportage est signé Amadou Ndiallo avec Sama Traoré. Notre présence, c'est pour
en partenariat avec une société Blue Sky, dont le propriétaire est aussi un membre de l'amicale Azemo. Et nous avons eu des masques, des équipements de protection individuelle. Et nous avons ciblé quand même ces centres de référence pour essayer de donner ces masques-là aux personnels soignants qui nous assistent beaucoup pendant cette maladie de Covid-19. C'est une maladie comme tant d'autres, mais il faut respecter quand même les mesures barrières. Il faudra aussi respecter les distanciations sociales et donc essayer d'être vraiment très correct dans tout ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie-là. C'est une maladie qui est réelle, ça existe. Et c'est ça aussi un peu le problème ici. On pense que c'est une maladie qui a été fabriquée. Non, c'est une maladie qui existe bel et bien. Et elle est terrible, elle peut faire beaucoup mal. Donc c'est aux personnes d'être vraiment assidues et d'être correctes, disciplinées par rapport à ce qui ont été dit par les médecins. C'est vraiment un sentiment de jouissance parce que, comme vous l'avez dit, en cette pandémie de Covid où, comme le président l'a dit, nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, ça veut dire que nous avons besoin de l'effort de guerre. Et donc cette donation vient contribuer, n'est-ce pas, aux autres donations qui ont été faites. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les structures de santé, à elles seules, avec l'appui de l'État, ne pourront pas en réalité pallier aux difficultés. Il va falloir que tous et chacun, n'est-ce pas, en ce qui nous concerne, que nous contribuions à la lutte contre cette pandémie-là. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'association des anciens stagiaires et étudiants de ODESA, de l'ex-IRSS, viennent de faire. Ils viennent encore témoigner que tous les Maliens doivent contribuer réellement à cette guerre-là si nous voulons vraiment venir à bout de cette pandémie le plus tôt possible. Et nous allons quand même les rassurer que nous allons faire un bon usage de cette donation qui vient à point nommé, parce que les bavettes, on en a toujours besoin. Donc quand vous recevez 1500 bavettes, c'est important. Et donc nous allons faire en sorte quand même que et le personnel et les patients, les usagers, puissent vraiment être satisfaits des prestations en assurant vraiment les mesures barrières. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale, en bref et en images, commenté par Al-Hamidou Badini. Alors que Madagascar fait feu de tous les bois pour promouvoir son remède anti-coronavirus, le Togo envisage lui aussi de trouver sa propre solution miracle à base de plantes médicinales contre le coronavirus. Les chercheurs de l'université de Lomé disent même avoir obtenu à ce stade expérimental des résultats probants. Jusque-là, c'est à grand renfort de chloroquine et selon un protocole bien rodé que le Togo traitait les cas positifs au Covid-19 nécessitant une prise en charge. Les chercheurs de la faculté mixte de médecine à l'université de Lomé sont à l'œuvre depuis plusieurs semaines. Depuis l'annonce du premier cas au Togo, le 6 mars dernier, un comité de riposte anti-Covid a été mis en place par le gouvernement. Parallèlement, l'université de Lomé a instauré ce comité ad hoc qui a lancé un appel à proposition à l'endroit des tradithérapeutes du pays pour un traitement contre cette maladie. Le professeur Kwame Kokou s'est refusé à communiquer pour l'instant les noms des plantes médicinales dont les extraits sont actuellement à l'étude dans les laboratoires de l'université de Lomé, ni dans combien de temps un produit fini pourrait être proposé en traitement au Togo. Cameroun Biya pour la première fois à la télévision depuis le début du Covid-19. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'est exprimé mardi soir à la télévision pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans ce pays, rompant ainsi un silence médiatique de plus de 2 mois, très critiqué par l'opposition. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19, a déclaré M. Biya dans une allocution diffusée sur la télévision nationale, la CRTV. Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile, a ajouté le chef de l'État. M. Biya a appelé au respect des mesures prises par le gouvernement, comme le port obligatoire du masque. Il a également demandé aux Camerounais à ne pas céder à la panique et ne pas croire les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.
Paul Biya, 87 ans, dont 37 ans à la tête du Cameroun, ne s'était pas adressé à la nation depuis l'annonce le 5 mars du premier cas de coronavirus, alors même que son pays est l'un des plus touchés en Afrique subsaharienne. Selon un dernier décompte rendu public lundi, le Cameroun compte plus de 3500 cas, dont 140 décès. Le mutisme du président avait affolé la toile fin avril, les internautes affirmant même que le chef de l'État était mort. Ces fausses informations avaient alors été démenties par le gouvernement dans un communiqué. La Cour pénale internationale a décidé lundi de rejeter la demande de l'ancien vice-président congolais acquitté en 2018 de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son avocat avait annoncé en mars 2019 demander plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et dommages et intérêts, arguant que les biens de Jean-Pierre Bemba, dont 7 avions et 3 villas au Portugal, avaient tout simplement été laissés à pourrir pendant qu'il était derrière les barreaux à La Haye, au siège de la Cour. Jean-Pierre Bemba aura passé près d'une décennie en prison avant d'être acquitté. Les juges ont considéré que Jean-Pierre Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste et ont donc refusé de lui accorder un dédommagement, a annoncé la CPI dans un communiqué. La demande de l'ancien vice-président comportait 2 volets, une demande d'indemnisation ainsi qu'une demande de dommages et intérêts en lien avec les accusations de mauvaise gestion du greffe de la CPI de ses avoirs gelés. L'ancien chef de guerre a été acquitté par la Cour à la surprise générale en juin 2018 des accusations de meurtre, viol et pillage commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003, pour laquelle il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes mercredi peu après 6 heures au Burundi pour une élection présidentielle organisée en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne électorale tendue. Le scrutin marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 et qui ne se représente pas. Sa candidature à un 3e mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode 400 000 Burundais. La présidentielle mettra notamment prise son dauphin désigné, le général Évariste Ndayishimiye, au chef de l'opposition Agathon Rwasa parmi les 7 candidats en lice. La commission électorale a ainsi adopté un système avec 3 urnes par bureau de vote et un code de couleur pour chaque élection, bleu pour la présidentielle, vert pour les législatives et rouge pour les communales. Sur chacun des bulletins, les électeurs choisissent leur candidat en apposant leur empreinte en face de son nom à l'encre indélébile. L'ancien ministre des Finances du Lesotho a officiellement pris mercredi ses fonctions de Premier ministre du Petit Royaume au lendemain de la démission de Thomas Taban après plusieurs mois de crise politique. Au pouvoir depuis 2017, M. Taban, 80 ans, a quitté ses fonctions mardi au terme d'une longue crise politique. Lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho et sa coalition gouvernementale, il était pressé de prendre sa retraite depuis qu'au début de l'année, la justice l'a mis en cause dans l'assassinat de son ex-femme quelques jours avant de prendre ses fonctions. Thomas Taban a toujours nié farouchement être impliqué dans cette affaire. Après avoir longtemps résisté, il a été contraint de rendre les armes quand sa coalition gouvernementale lui a réitéré son soutien au Parlement la semaine dernière. Membre du même parti que son prédécesseur, M. Majoro, 58 ans, a servi au Fonds monétaire international de 2008 à 2012 avant d'entrer au gouvernement où il a occupé plusieurs marocains ministériels. Page noire dans ce journal. La Fédération internationale des Ansar est en deuil par la disparition de Bourlaye Samaké, décédé le mardi dernier à l'âge de 74 ans, des suites d'une courte maladie. Considéré jusqu'ici comme l'un des pionniers de l'association des Ansar où la mort l'a arraché à l'affection des siens le mardi 19 2020, Bourlaye Samaké, époux de la présidente des femmes des Ansar du Mali, était un fervent disciple du guide spirituel des Ansar. Ces obsèques ont eu lieu ce matin à Sabalibougou en présence des responsables de l'association et de Seri Cheikh Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar. Bourlaye Samaké s'en est allé, laissant derrière lui 3 femmes et 23 enfants, 11 garçons et 12 filles. Il repose désormais au cimetière de Sabalibougou, d'ores en paix. Toutes les personnes qui sont venues pour l'enterrement. Donc,
Je n'ai pas grand-chose à dire, comme je suis un peu sur le choc. Donc, on ne fait que prier pour lui, que Dieu lui accorde dans son paradis et que nous aussi, son fils, que Dieu nous donne le courage aussi d'affronter cette tragédie. Nous sommes là aujourd'hui pour les funérailles de notre père et de notre co-religionnaire, M. Bourlaye. Vraiment, Bourlaye était une icône de la religion musulmane, spécialement en Sardine. Nous l'avions connu à cause de Allah, à cause de Chérif Ousmane Marana Haïdara. Et les relations depuis les premières heures de mouvement en Sardine, M. Bourlaye, vraiment, il est à la parade, il est au rendez-vous. C'est un homme de paix, on le connaît très bien. Nous avons perdu un grand personnage, un grand militant de l'association en Sardine. C'est vraiment les premiers membres, il est parmi les premiers membres de la Sardine nationale, parmi les premiers dirigeants qui ont collaboré avec notre guide, qui ont donné leur âme et leur bien pour leur procès. Donc vraiment, nous présentons notre condoléance les plus attristées à l'île disparue, qui est Bourlaye Samaké. C'est le mari de Aïcha Sangaré, donc son épouse. Elle aussi, elle est vraiment déterminée. C'est la présidente de la section de Bamako. Donc nous prions le grand Dieu, le détenteur de la grâce immense, de lui accorder son paradis, d'accueillir son âme en paix. Amin, que la terre lui soit légère, ainsi va la vie. Et c'est ce qui met fin aussi à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. S'il plaît demain à Dieu, je vous retrouve pour d'autres informations. Bonsoir.